Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et c'est l'heure de notre enquête ce matin. Il est 9h06. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas le printemps, mais en tout cas, ça y ressemble. Des records de chaleur pour ce mois de février, notamment en raison des conditions anticycloniques sur toute l'Europe occidentale. Mais à qui la faute, Véronique Jacquier? Vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300 pour nous en parler. Pour cette question, météo, douceur, sommes-nous coupables, Véronique? Eh bien, pour les auditeurs de Sud Radio, c'est non à 68%. Évidemment, on les invite à faire donc le 0826 300 300 et à continuer à nous laisser nos commentaires, puisque nous allons en parler avec Frédéric Decker, qui est météorologue à Météo News. Bonjour Frédéric. Bonjour. Nous sommes aussi avec François-Michel Lambert, qui est député écologiste des Bouches-du-Rhône, membre du groupe Liberté et Territoire. Bonjour Monsieur Lambert, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Sud Radio. Et puis nous allons avoir dans quelques minutes avec nous François Gervais, qui est professeur à l'université de Tours et qui est l'auteur du livre « L'urgence climatique est un leurre ». C'est publié aux éditions de l'Artilleur. Donc ça promet un débat passionnant, parce que c'est vrai que, alors, ce n'est pas nouveau qu'il fasse très beau et très chaud comme ça en plein mois de février. C'est arrivé en 1960, en 1990, mais les épisodes ne duraient pas très longtemps. Rappelons quand même hier qu'on a battu un record de douceur sur la moyenne nationale pour un mois de février. Vous me dites si je me trompe, Frédéric Decker, mais c'est une moyenne de 21,3 degrés hier, et le dernier record c'était 1960, toujours en mois de février, donc 20,2 degrés. Hier par exemple, 27 degrés à Dax et à Mont-de-Marsan. Donc quels enseignements vous en tirez déjà pour commencer de cet épisode qui se termine aujourd'hui, puisque baisse des températures, mais qui a quand même duré 12 jours. Ça, c'est inédit. 12 jours, même quasiment 2 semaines, en fait, avec une courte interruption vraiment à peu près au milieu de la période. Mais effectivement, on est sur une période douce vraiment exceptionnelle, en durée en tout cas. En intensité, c'est vrai qu'on a atteint vraiment des valeurs très élevées, notamment hier avec plus de 25 degrés dans le sud-ouest, qui est vraiment remarquable. Même si finalement le record national n'est pas tombé, puisqu'en 1960, il avait fait 31 degrés à l'ombre à Saint-Giron. Donc il est encore en cours, ce record, il n'est pas tombé finalement. Mais bien sûr, on est sur un épisode tout de même très particulier, surtout en ce qui concerne la durée. Voilà, alors pour rassurer nos auditeurs, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est déjà arrivé. J'ai même noté qu'en 1926, il avait fait 26 degrés un 21 février à Bordeaux. Voilà, donc ça, c'est normal. Finalement, il y a un espèce de cycle. On est sous un climat tempéré, donc ces contrastes. Il y a un an, on était sous la neige, il faisait 0 degré, voire des températures négatives dans toute la France. Donc ce contraste, c'est normal. C'est ça, Frédéric? Oui, en fait, on a beaucoup d'influence forcément en France. On a à la fois l'océan qui apporte de l'air d'eau humide, de l'air polaire parfois, donc froid, humide, de l'air continental, donc très froid en hiver, mais très chaud en été, et de l'air tropical parfois qui remonte chez nous, donc forcément beaucoup de chaleur. Donc toutes ces influences forcément peuvent se succéder rapidement sur notre pays, d'où des contrastes parfois importants, des vagues de chaleur importantes, des vagues de froid également parfois, même si elles sont plus rares, c'est vrai, de nos jours. Mais toutes ces influences forcément ont des conséquences sur notre climat. Voilà, on a campé le décor, maintenant on lance le débat. Sommes-nous responsables quand même de ces épisodes qui sont de plus en plus chauds sur notre pays, mais aussi par exemple en ce moment sur le nord de l'Europe? 9 degrés hier en Suède à l'entrée du cercle polaire. Ça, c'est quand même inédit. Michel Dutarn par exemple nous dit, quand on demande aux auditeurs s'ils sont responsables, puisqu'ils disent non à 68%, les responsables sont les politiques menées. Sérieusement, pensez-vous que l'on peut être pour la mondialisation et qu'on peut être en même temps écologiste? Stop à la construction des data centers, stop au voyage inutile et à tout ce qui contribue au réchauffement. Et puis un autre auditeur nous dit, tous les humains, tous les États ont une responsabilité. Système négatif de production, transport, destruction des objets, mais également apologie des grandes villes qui agglutinent les personnes sur quelques hectares. François-Michel Lambert, avant d'accueillir un auditeur, qu'en pensez-vous quand on dit individuellement on n'est pas responsable, mais on est tous responsables? Effectivement, c'est d'abord l'activité humaine en soi qui crée cet impact sur la planète, ce qu'on appelle plutôt le changement climatique, parce qu'il y a aussi des périodes de grand froid qui peuvent se produire. Après, individuellement, chacun évolue dans le cadre que le politique donne. Il y a des pays où il y a plus de restrictions, il y en a d'autres où il y a plus de liberté de gaspiller les ressources, de créer encore plus d'impact par habitant en termes de CO2. Donc voilà, les États-Unis, ce sont, et de très loin, par habitant, ceux qui génèrent le plus d'impact climatique. La question est, quel est le cadre dans lequel ils évoluent? En Europe, il y a des pays, la France est plutôt bien placée, mais comment on peut aller de l'avant? Et surtout,
au-delà du changement climatique, permettez-moi de re-questionner sur une planète. Chacun doit quand même comprendre qu'on est sur une sorte de vaisseau spatial qui n'a aucune chance de récupérer quoi que ce soit à l'extérieur. Nous sommes partis pour des millions d'années avec cette planète. Je pense que nous devons y faire très attention. Mais et François-Michel Lambert, juste avant d'accueillir l'auditeur, vous êtes inquiet par la douceur là, ces 10 derniers jours ? Non, parce que, comme a été dit par le scientifique... Vous êtes en blouson, hein, donc pas de manteau. Comme ça a été dit par Frédéric, notre scientifique ce matin, c'est pas cette période d'hyper-douceur qu'il faut regarder, c'est plutôt la globalité d'une année. Les 10 années les plus chaudes que nous avons connues dans l'ère humaine, 9 se sont déroulées depuis le début du XXIe siècle. Donc il y a peut-être quelque chose à se poser comme question de ce côté-là. Et on va au 0826 300 300 avec Bertrand qui nous appelle de Livry-Gargan. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à Sud Radio d'ailleurs qui fait toujours des débats passionnants. Merci beaucoup. Merci. Dites-nous autour de vous. Je ne fais que ça en fait. Au moins ça c'est un bon climat ça aussi. Juste pour vous dire, moi en fait je pars du principe que la nature nous a pas attendu pour faire des grands bouleversements dans l'histoire. On a eu des périodes glaciaires, on a des périodes de réchauffement, donc c'est des choses naturelles. Ce qui m'inquiète plus c'est la capacité de l'homme à changer rapidement quand il y a des problèmes. Évidemment il y a l'intervention humaine qui influe sur le climat, mais disons que moi je crois beaucoup à la science, à la capacité à l'homme de financer justement des domaines de science qui ne sont pas assez financés aujourd'hui, et je crois que la société n'est pas en train de générer assez d'énergie libre pour financer des choses comme la science, notamment sur le climat, ou bien d'autres domaines comme l'éducation, la santé, etc. Et que c'est ce qui nous fait peur en fait. C'est qu'on n'est pas capable de financer des choses importantes. Voilà, moi c'est juste le point que je voulais dire. Et le climat ne m'inquiète pas tant que ça, ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est la capacité de l'homme à réagir et sortir de sa zone de confort. Voilà. Ouais. En gros. Bertrand, certains scientifiques disent, et même des philosophes, hein, je pense à Michel Serres, j'ai eu une longue discussion un jour avec lui, qui me disait, moi j'ai toujours confiance quand même en l'homme. L'homme réussit toujours et a toujours trouvé en fait des solutions pour améliorer notre situation et la planète. Donc, alors, mais après, vrai ou pas, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit une priorité pour la science. Frédéric Decker, vous êtes d'accord avec ce que dit Bertrand à l'instant ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut prendre des dispositions importantes, pas seulement face au climat, qui effectivement n'est pas forcément la problématique la plus importante. Je pense qu'au niveau pollution, que ce soit de l'air, de l'eau, des océans, etc., il y a vraiment des drames malheureusement qui ont lieu actuellement. La biodiversité est vraiment mise en danger un peu partout dans le monde. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait vraiment prendre des dispositions vraiment très très importantes surtout. François-Michel Lambert, vous qui êtes député écologiste. Oui, je rappelle que je suis porte-parole de l'Union des démocrates et des écologistes qui justement essayent de faire avancer l'écologie des solutions dans un cadre démocratique et non dans un cadre imposé. C'est sortir de cette écologie où on stigmatise tout le monde et sans vraiment apporter de solutions. Les Khmer verts, en quelque sorte. Hein. Et aller plutôt vers des modèles gagnant-gagnant, notamment en termes de croissance, de bien-être pour tous et de réponse aux enjeux. Donc vous l'avez rappelé, nous sommes confrontés, nous humains, par rapport à notre propre développement et surtout par rapport aux perspectives d'une croissance démographique et surtout une croissance de classe sociale qui vont arriver au même niveau que nous, à 4 défis. Le défi climatique, qui est probablement le mortel pour les humains, il faut quand même le dire, à très long terme, un siècle au-delà. Le défi des ressources, nous gaspillons nos ressources et nous pouvons commencer à avoir des guerres des ressources, c'est-à-dire vraiment des conflits armés pour aller capter quelques métaux particuliers, quelques ressources particulières. Est-ce que c'est à 5 ou 50 ans, mais c'est devant nous. Oh bah, non, mais c'est déjà, c'est pas devant nous, c'est actuel. Oui, si vous allez en Afrique, en fait, les Chinois sont là, sont bien présents. Ils investissent. C'est une sorte de guerre. C'est vrai, bien sûr. Et c'est pour cela que moi j'ai fondé et que je préside l'Institut national de l'économie circulaire qui repense complètement notre modèle pour sortir de ce gaspillage. Il y a, vous l'avez dit, la biodiversité. Et l'un des enjeux du réchauffement climatique, du changement climatique, c'est la destruction de la biodiversité. Et avoir moins d'insectes, c'est un effondrement de toute la chaîne alimentaire. Donc il faut avoir ça en conscience. Puis vous l'avez dit, la pollution.
moi, je me mobilise et la semaine prochaine, je présente même un rapport très volontaire sur la question du plastique. J'étais mardi à une réunion internationale pilotée par le Canada. C'est angoissant comment on mange du plastique, notamment avec les conséquences. Donc, au-delà de la question du moment de chaleur, c'est quelles solutions nous pouvons mettre en œuvre et qu'elles soient gagnantes pour toutes et surtout que ce ne soient pas toujours les mêmes. Les classes modestes et classes moyennes qui payent et que celles qui sont dans le confort, changent rien à leur confort. Oui. Allez, on Restez va avec nous. poursuivre, Cécile. Avec aussi, dans un instant, nous aurons en ligne avec nous pour continuer de débattre François Gervais, qui est professeur émérite à l'Université de Tours et qui est auteur du livre un peu provocateur, mais il dit beaucoup de choses en fait à l'intérieur. L'urgence climatique est un leurre. On va en parler avec l'ensemble de nos invités et puis vous pouvez continuer de réagir évidemment 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux que scrute toujours avec autant d'intérêt et d'ardeur Véronique Jacquier. Oui, avec le hashtag Sud Radio Matin. Restez avec nous. 9h17, c'est Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Merci d'être avec nous. C'est le retour de notre deuxième partie de notre débat ce matin. En ces périodes de chaleur, on vous pose cette question. Météo douceur, sommes-nous coupables? Véronique Jacquier, vous nous appelez au 0826 300 300. On a envie de vous entendre ce matin et vous commentez bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hashtag Sud Radio Matin. Sommes-nous responsables surtout? Eh bien, c'est non à 66% de la part de nos auditeurs. Non, parce qu'ils trouvent globalement que les politiques ne sont pas à la hauteur, que les politiques ne sont pas suffisamment accessibles aussi pour changer les choses. Tintin nous dit, nous sommes tous concernés. Chacun peut contribuer à inverser, voire ralentir cette situation. Hier à Pau, il faisait 27 degrés. C'est peut-être agréable, mais ce n'est pas rassurant. Eric nous dit, rassurez-vous, nous Français, nous allons sauver la planète. Alors évidemment, il a un humour un peu caustique, Eric. La preuve, on va fermer 5 centrales à charbon et les Chinois vont en ouvrir 300. C'est vraiment pas gagné. Nous sommes toujours avec Frédéric Decker, qui est météorologue à Météo News, avec François-Michel Lambert, qui est député écologiste des Bouches-du-Rhône et membre du groupe Liberté et Territoire. Et puis il y a aussi avec nous par téléphone François Gervais, qui est professeur à l'Université de Tours et auteur du livre L'urgence climatique est un leurre aux éditions de l'Artilleur. Oui, bonjour François Gervais. Bonjour. Nous avons commencé à débattre donc de cette question depuis maintenant un quart d'heure, 20 minutes sur Sud Radio. Est-ce que, alors vous, dans votre livre, vous dites qu'il n'y a pas de rapport globalement entre la variation des températures actuelles que l'on connaît et le dérèglement climatique. Le dérèglement, déjà, le mot pose question. Oui. Parce que ça supposerait qu'il y ait une règle en matière de climat. En réalité, le climat, c'est une moyenne de température de la planète sur 30 ans. Et là, on est en train de parler de météo. Oui. Météo et climat, c'est deux choses très différentes. Oui. Depuis 1945, c'est-à-dire depuis l'accélération des émissions de CO2, la température est montée de 0,4 degrés. Oui. Alors bien entendu, la météo, ça provoque des fluctuations qui peuvent être importantes, comme on a connu ces derniers jours, oui. Mais ça, c'est pas le climat. Oui, ça, c'est pas le climat, oui. Mais vous estimez quand même que, et ça vous le dites aussi dans votre livre, que l'activité humaine, évidemment, influe sur le climat, quoi qu'il en soit. Peut-être pas de la manière dont c'est présenté, c'est ça aujourd'hui, par certains. Alors, là encore, je redis, oui. Quand les émissions de CO2 ont commencé à accélérer en 1945, pendant 30 ans, la température a baissé. Pas beaucoup, mais elle a baissé. Donc la corrélation n'est pas du tout évidente. Oui. Qu'il y a un effet, je ne le nie pas, mais c'est un effet qui est petit, qui reste petit, devant la variabilité naturelle du climat. Et là, on ne parle pas de météo, on parle bien de climat. C'est en moyenne de la température de la Terre sur 30 ans. Mais donc, il n'y a pas d'influence. En tout cas, vous dites scientifiquement, c'est pas prouvé. Pourtant, dans le rapport du GIEC... Si. Je dis qu'il y a une influence sur l'évaluation humaine. Simplement, le GIEC exagère un peu parce que, justement, il ne tient pas assez compte de la variabilité naturelle, mais il y a un effet, mais un effet petit. Ce sont ça se mesure en dixièmes de degrés tous les 30 ans.
Oui, mais avec des conséquences. Alors, restez avec nous, hein, François-Michel Lambert, qui peuvent être quand même, selon vous, importantes après. Qu'est-ce que vous répondez à François Gervais qui vous dit on a tendance à exagérer un peu les choses? Je suis pas suffisamment scientifique pour le contrer. Par contre, il y a une réalité, je le redis. Notre planète, elle est comme ce bateau qui fait le tour du monde et qui ne fait pas escale. Eh bien, il fera le tour du monde, il atteindra une autre rive avec ce qu'il a embarqué. S'il gaspille, si à bord il n'entretient pas le bateau, si c'est la mer qui commence un peu à le fragiliser, que lui-même il le fragilise un peu plus, il n'y arrivera pas. Alors, est-ce que c'est la planète Terre qui, par des effets éruptifs, fait une grande partie de l'impact climatique? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai une certitude, c'est que la planète, elle subit depuis 150 ans et surtout depuis les 30 dernières années l'impact. Depuis 50 ans, depuis 45, quoi, peut-être. Ouais. Oui, depuis que les autres choses que d'autres pays que les occidentaux sont rentrés dans l'ère moderne, elle subit des pressions extrêmement fortes et que il y aura la question du changement climatique, il y aura la guerre des ressources, il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a les pollutions. Ça fait quand même beaucoup. Donc il est temps de repenser notre modèle, non pas pour reculer, mais le repenser, c'est-à-dire comment on continue à aller de l'avant, mais en diminuant très sensiblement notre impact. François Gervais, vous qui êtes professeur à l'université de Tours, vous dites les variations en termes de température sont infimes. Hein, donc évidemment, il n'est pas question là dans cette émission de lier climat et météo, mais quand même quand François-Michel Lambert pointe la disparition de la biodiversité, est-ce que quand même la variation des températures, même si elle est infime, est-ce que vous dites oui, ça influe quand même sur la disparition de la biodiversité? Oui, il y a quand même des choses tangibles en termes de conséquences. Alors, je rebondis sur ce mot biodiversité, puisque les émissions de CO2, ça c'est dans le rapport du GIEC, une partie va effectivement dans l'air, une partie va dans l'eau des océans, sans que ça change grand-chose d'ailleurs à ce qu'on appelle le pH, donc à l'acidité. Les océans sont basiques, ils ne sont pas acides. Mais la troisième partie, qui représente à peu près 2,6 milliards de tonnes de carbone chaque année, va dans la végétation. Oui. Le résultat de cela, ça a été un verdissement de la planète qui a été observé par satellite, et ça représente l'équivalent d'un 6e continent vert d'une million de kilomètres carrés, c'est pas rien. Ouais. Et ça, c'est à partir du moment où on augmente la biomasse, j'ai peine à croire qu'il n'y a pas un effet bénéfique pour l'ensemble de la planète. Oui. Cette augmentation de biomasse, c'est 20% sur les 33 dernières années. Ouais. C'est pas du tout négligeable. Et ça, on ne le dit jamais, c'est très dommage. Ouais. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant, donc autour de sommes-nous coupables ou pas, évidemment, sur alors pas forcément la météo, mais le climat, avec des incidences qu'il peut y avoir ensuite, avec l'ensemble de nos invités, Frédéric Decker qui est là, météorologue à Météo News, François-Michel Lambert, député, et François Gervais qui est avec nous par téléphone, et vos réactions évidemment sur les réseaux sociaux et au 0826 300 300. 9h27, c'est Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Troisième et dernière partie de notre enquête ce matin. On vous parle bien sûr de la chaleur, du climat. Et on vous demande si nous sommes coupables, Véronique Jacquier. Vous nous appelez 0826. On a chaud dans le studio en tout cas. Ouais, 300 0826 300 300. Ou vous continuez de commenter sur les réseaux sociaux, Twitter, #Sud Radio Matin. Alors, chaleur, douceur en ce mois de février. Sommes-nous responsables? Eh bien, pour les auditeurs de Sud Radio, c'est toujours non à 66%. Paul nous dit, c'est déjà arrivé, on compare, alors qu'avant, on ne mesurait pas la qualité de l'air et des particules. Les écolos vivent de l'écologie politique et ils agitent la peur de l'apocalypse. Et puis Fleur de Lys nous dit, l'activité humaine a accéléré le réchauffement, mais je ne me sens pas coupable, surtout quand je vois le nombre de cargos, d'avions et les usines qui ferment ici pour aller en Chine et nous vendre des produits. Voilà. Alors, tiens, question aussi qui ressort de la part des auditeurs. Frédéric Decker, vous qui êtes météorologue à Météo News, il y a peut-être quand même une incidence concrète, dérèglement climatique ou pas, par rapport à l'épisode de douceur qu'on vient de vivre pendant 12 jours. Le fait qu'on ait cet anticyclone qui est stationné vraiment très 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 longtemps, est-ce
Est-ce que ça, on peut dire, c'est vrai que c'est rare, c'est du jamais vu, et c'est peut-être imputable au dérèglement climatique? Alors en fait, quand on regarde les statistiques, c'est pas rare du tout. Finalement, on a toujours eu des blocages anticycloniques. Bon, après, tout dépend même bien quand sûr ça dure aussi longtemps, parce que vous l'avez dit en début d'émission, ce qui est inédit, c'est que ça a vraiment duré très longtemps. On a eu le cas notamment, là je parle de vraiment en toute saison, pas forcément au mois de février, mais on a des blocages anticycloniques parfois même sur plusieurs années, des grosses anomalies comme entre 89 et 92, 13, où là on a une longue sécheresse avec des anticyclones à répétition. Dans les années 50 également, avec 53 qui a été une des années les plus sèches, 1921 qui a été l'année la plus sèche en France avec moins de pluie à Paris que dans le Sahel par exemple. Donc c'est le type d'événement qui s'est toujours produit là. De ce côté-là, il n'y a rien de nouveau finalement. Côté température, donc forcément on note une hausse. Il faut savoir qu'en France, par exemple, depuis 40 ans, le climat s'est réchauffé d'1,6 degré environ. 1,6 degré, ah bah oui, vous voyez, on va le dire à François Gervais. Mais sachant qu'entre 45 et 80, par contre, il y a eu un refroidissement relatif. Ouais, notamment avec le recul des canicules et des saisons des printemps-été qui s'étaient nettement rafraîchies après les années 40 qui étaient au contraire très chaudes. Donc on voit qu'il y a des variations finalement. D'ailleurs, on parle souvent de dérèglement ou de changement climatique, sachant que le climat n'est jamais réglé finalement. Il n'est pas linéaire du tout. Il y a toujours des refroidissements, des réchauffements, etc. Donc sur du très long terme, sur plusieurs milliers d'années, mais aussi sur du très court terme, sur quelques décennies seulement. Donc le climat n'étant pas linéaire, on parle plutôt de réchauffement, de refroidissement. Donc pour l'instant, on est toujours en phase de réchauffement. Donc, mais dérèglement, pour moi, c'est pas très plausible. Oui, alors donc quelque part, les auditeurs n'ont pas tort quand ils disent non, on se sent pas responsable à 66%. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'idée qu'on les culpabilise. Oui, culpabilise, mais en même temps, comme le disait très bien François-Michel Lambert tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre conscience que nous sommes nombreux sur Terre, nous avons des activités en fait industrielles, on ne fonctionne plus de la même manière avec la nature qu'il y a un siècle ou deux, et c'est là où il y a danger, et on interrogera François Gervais juste après. François-Michel Lambert. Oui, c'est là qu'il y a danger, mais arrêtons l'apocalypse et parlons des solutions, permettez-moi. Oui, bien sûr. Moi, je suis pour l'écologie des solutions, et notamment, je travaille sur l'économie circulaire, puisque je suis le président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire, référent européen sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? C'est de repenser notre rapport aux ressources. Aujourd'hui, on gaspille énormément les ressources, pas que sur les déchets en fin de vie, mais aussi dans le quotidien. Et il y a énormément d'opportunités de croissance. Alors, il y a des chiffres qui sont clairs. C'est 500 000 emplois à créer en France et c'est 30% de gaz à effet de serre en moins, notamment. C'est moins d'extraction, moins de camions, plus d'emplois ancrés dans les territoires. Et là, il faut y aller, mais il faut changer le modèle dans lequel on est. On a une fiscalité qui ne nous aide pas, une réglementation qui facilite le gaspillage. On n'a pas, moi j'ai plus de 50 ans, on a plutôt une culture du gaspillage parce qu'on avait tout facile quand j'étais relativement jeune. Voilà, c'est des changements qui sont gagnants-gagnants et qui profiteront aussi à la nature. Un autre sujet sur lequel je suis, et j'en finis rapidement, c'est la logistique. J'ai eu une mission longue il y a déjà 3-4 ans par le ministre à l'époque Emmanuel Macron. Et notre mission définit qu'on peut faire 20 à 60 milliards d'euros de performance pour notre économie sur l'organisation des flux, les camions, les stockages, etc., etc. Et en même temps, c'est une baisse des gaz à effet de serre, c'est une baisse des camions sur les routes. Donc on voit qu'on a des opportunités. Et aujourd'hui, plutôt que savoir si c'est la faute à Pierre, Paul ou Jacques, comment on y va? Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu que ce sujet ne prenne pas plus de place dans le grand débat national? Ah, merci de la question. Moi, j'ai proposé lors de la réforme constitutionnelle la création d'un vice-premier ministre en charge du long terme, développement durable, c'est-à-dire qui évite d'être sur la dette immédiate, qui fait que tout le monde ne pense qu'à la dette publique. La dette publique, d'un point de vue physique, c'est qu'une écriture. La planète, elle n'en a rien à faire de notre dette publique. Par contre, on a une dette écologique. Et donc, si nous étions en capacité, par exemple, je viens de voir qu'on va gagner 10 milliards d'euros sur la dette grâce à des effets techniques, bancaires, on voit bien que c'est très virtuel tout cela. Eh bien, si on réinjectait 1 milliard par an dans la rénovation thermique, on créerait des centaines de milliers d'emplois et on sortirait des gens de la précarité. Et accessoirement, permettez-moi de le dire comme ça un peu, on répondrait à la question des gaz à effet de serre. Mais ça serait le secondaire. Le premier, c'est de l'argent dans les territoires
et des gens qui sortent de la précarité. Oui. François, mais il faut du volontarisme. Oui. Donc Frédéric Decker a parlé en fait à l'instant donc de ces variations en fait de la météo. Hein. François-Michel Lambert, vous dites il y a des solutions, il faut qu'on intervienne. François Gervais, vous aussi vous avez une note d'optimisme quand même malgré tout dans votre livre L'urgence climatique est à l'heure. Hein. Tout à fait. Et là, je voudrais rebondir sur ce qui vient justement d'être dit. Comment peut-on améliorer les choses? Mais prenons conscience quand même qu'on améliore un certain nombre de choses. Oui. Je parlais de l'efficacité énergétique. Toutes les recherches qui sont faites à l'heure actuelle, mon laboratoire y participe, toutes les recherches qui sont faites actuellement dans ce domaine-là permettent, avec moins d'énergie, de faire tout ce qu'il y a à faire, parce qu'on a besoin d'énergie de toute façon. Avec l'augmentation de la population de la planète, sans énergie, on a un vrai problème. Alors je voudrais souligner cela, par exemple, une voiture, c'est clair que dans les années 50, une voiture à poids égal consomme beaucoup moins aujourd'hui qu'elle ne consommait dans les années 50. Oui. Il y a des progrès et c'est vrai. en efficacité énergétique. Oui, c'est vrai. Parenthèse, justement au passage, c'est vrai que on polluait en fait davantage et on pollue moins aujourd'hui avec les voitures en ville qu'on ne polluait en fait il y a 10, 20, 30 et 40 ans où là effectivement on a inhalé en fait des gaz en fait assez terribles et toxiques et que les cancers qu'on a aujourd'hui, c'est pas les cancers d'hier, hein, c'est les cancers quand même d'avant-hier, quoi. En particulier sur le monoxyde de carbone, qui est carrément poison. Le carbone, par exemple, ont permis de ne plus en rejeter. Il n'y en a plus dans l'air aujourd'hui. Oui. François Gervais, la ligne n'est pas très bonne, hein, malheureusement, en fait, avec vous. C'est dommage parce que pour ce débat, on a besoin de compréhension en fait, et de clarté. François-Michel Lambert, vous vouliez réagir sur ce que disait à l'instant François Gervais. Il est clair, moi je fais génie mécanique, donc je vois bien que les voitures, elles consomment beaucoup moins 50 ans plus tard que ce que c'était. Sauf que il faut aussi, je fais de la science sociale, et il y avait 3 personnes à bord des voitures en moyenne il y a 50 ans. On faisait moins de kilomètres parce qu'on n'avait pas explosé l'aménagement du territoire en obligeant les gens à faire 40 km aller, 40 km au retour pour aller au boulot travailler, ou simplement acheter. Et donc, l'autre volet sur lequel nous devons travailler, c'est comment on remet plus de personnes dans les voitures, comment on rapproche le travail des lieux de vie. Voilà, c'est ces enjeux aussi que nous devons avoir et ne pas être focalisés sur la solution technologique suffira en soi. C'est repenser doucement, accompagner, ne pas brusquer notre modèle de société. Oui. Véronique ? Oui, il y a une question de Hugues qui s'adresse plus spécifiquement à François Gervais, professeur à l'Université de Tours et auteur du livre L'urgence climatique est un leurre. Il dit « Je voudrais bien avoir les avis des paléoclimatologues. Le climat terrestre varie naturellement par cycle. L'humanité y influe, mais la nature est seule maître à bord. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre, François Gervais, sur le fait qu'effectivement, il y a quand même cette logique de grand cycle? Est-ce que le dérèglement climatique influe ou perturbe cette logique de grand cycle? Est-ce qu'on a du recul là-dessus? Alors, si on regarde sur des échelles de centaines de millions d'années, en reculant dans le passé, si on compare, on a des façons d'estimer quelles étaient les températures de la Terre à ce moment-là et quelles étaient le CO2 dans l'air. Sinon, certains carbonates ne seraient pas pu se former. Ouais. Et on constate qu'il y a eu des périodes, comme la fin de l'Ordovicien, où le taux de CO2 dans l'air était 10 fois supérieur à ce qu'il est de nos jours, alors que la température était plus basse. Et si on porte l'un et l'autre, on ne voit pas de corrélation évidente entre les températures, l'évolution de la température de la planète sur des échelles longues, on parle de centaines de millions d'années, et le taux de dioxyde de carbone, de gaz carbonique dans l'air. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y en avait. S'il y en avait auparavant, Frédéric Decker, un commentaire donc sur cette évolution effectivement dans le temps, mais alors là c'est à l'échelle planétaire sur des milliards d'années. Oui, même si on regarde simplement 3-4 000 ans en arrière, il faisait à peu près 2-3 degrés de plus qu'aujourd'hui sur Terre. Les glaciers avaient pratiquement fondu dans l'Europe entière, y compris en Scandinavie. Bon, ensuite il y a eu un refroidissement, ce qui fait que les glaciers ont repris. Et là c'était pas l'activité humaine. Il y a 3-4 000 ans, on avait finalement une situation pire qu'aujourd'hui. 5 000 ans en arrière, le Sahara était vert, c'était une jungle. Ensuite, il y a eu un refroidissement climatique assez brutal qui a asséché brutalement du coup le Sahara, donc qui s'est transformé en désert. Depuis, il est resté un désert évidemment. Donc oui, il y a des bouleversements climatiques, donc naturels forcément à l'époque, qui ont été parfois brutaux, qui ont
bouleversé la planète entière. Donc on a reperdu 2-3 degrés en très peu de temps à l'époque, effectivement. Très peu de temps aussi. Des fois, ça peut aller vite. On voit ce qui s'est passé avec les dinosaures. Bon là, bien sûr, il y a eu un phénomène particulier puisqu'il y a eu. Non, mais quand vous dites en très peu de temps, c'est quoi? C'est quand quelques centaines d'années. Oui, quelques centaines d'années. Mais quand même, à l'échelle géologique, c'est peu de temps. humaine. C'est très peu de temps. Ouais. Non, mais c'est vrai que d'où effectivement cette trajectoire naturelle, parce que il y a des cycles, etc. Le problème, c'est que parfois, et peut-être plus aujourd'hui qu'auparavant, forcément, l'activité humaine peut avoir un impact, quoi. Oui, il y a forcément des impacts. On le voit déjà sur le plan local. Par exemple, à Paris, ces derniers jours, il faisait à peu près 8 à 10 degrés la nuit. En banlieue, il faisait entre 0 et 1 degré. Ouais, bien sûr, c'est du microclimat. Là, c'est à quelques kilomètres simplement. Mais forcément, s'il y a quelques influences déjà locales, il y a aussi quelques influences plus globales. Non, mais là, ça rejoint ce que disait François-Michel Lambert. C'est vrai que Paris, alors souvent, on incrimine en fait la voiture, etc. Mais il n'y a pas que la voiture. C'est avant tout en fait ce chauffage. On est dans tous les locaux. En fait, on a un chauffage urbain complètement démentiel en fait aujourd'hui, évidemment, et ça contribue. François-Michel Lambert, d'autant que évidemment, la plupart des appartements sont des passoires en fait, quoi. Et là, il y aurait un énorme chantier. Et un gain extraordinaire pour nombre de personnes qui sont dans la précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer votre chauffage, c'est-à-dire que de plus en plus cher, que vous vous retrouvez à vivre à 12-14 degrés dans votre appartement ou dans votre maison très mal isolée. Et donc, est-ce que ça changera la face du monde? Non. Est-ce que ça changera la vie de millions de personnes? Oui. Est-ce que ça crée de l'emploi dans les territoires? Oui. Et c'est pour ça que... allons-y. Mais oui, mais le gouvernement a retiré la prime, notamment, au changement des fenêtres et des portes, alors que ce sont des artisans de la commune, du village, qui les posent, et 80% des fenêtres et des portes sont même fabriquées en France parce que nous sommes leaders là-dessus. Eh bien, les aides, elles étaient de plusieurs centaines de millions d'euros, certes, mais les aides ont été retirées pour quoi? Pour servir la dette. Moi, je dis à un moment donné, il faut retrouver un équilibre entre la question de la dette qui est pour les gens au quotidien un non-sens, et servir le développement dans le territoire, servir l'économie dans le territoire, servir les problématiques des gens chez eux. Non, mais ça, c'est vrai que c'était assez incompréhensible, mais même si on sait que, évidemment, c'est bien de changer les portes et les fenêtres pour être technique et puis très concret, mais qu'il faut aussi isoler, en fait, l'ensemble de l'appartement ou de la maison, parce que autrement, ça s'échappe par ailleurs. Non, mais c'est vrai. Mais il faut commencer par quelque part. Ce quelque part, nous l'avions, ça fonctionnait très bien. Nous avons reculé. On a préféré prendre des milliards pour servir la dette, c'est très clair. L'année dernière, on a eu 5 milliards de cagnottes budgétaires. Et ben, ces 5 milliards qui étaient pas attendus, ils sont tous allés au remboursement d'une dette qui est colossale. Pas 1 milliard, pas 1 centime même n'a été pris pour les enjeux du quotidien des Français. On ne peut que le déplorer. Merci François-Michel Lambert, député écologiste des Bouches-du-Rhône, membre du groupe Liberté et Territoire. Donc vous êtes en train de travailler sur un rapport, vous nous l'avez dit. Frédéric Decker, météorologue à Météo News, et François Gervais, auteur de l'urgence climatique est un leurre. Dommage, c'était par téléphone, donc c'est plus compliqué effectivement dans ces conditions les débats. Et on termine à combien? Eh bien, le non l'emporte à 67% pour dire que cette vague de chaleur, cette vague de douceur en plein mois de février, eh bien non, nous ne sommes pas responsables. Coupable, oui, responsable. Oui, coupable, responsable, c'est pareil. Voilà. On était cash. C'est un peu plus fort, coupable. Restez avec nous tout de suite, c'est Valérie Expert. Un petit